Allez, bonjour, on va continuer sur la deuxième partie de la philosophie du droit. Donc toujours à partir de mes notes. Donc philosophie du droit pénal, le rétributivisme pénal. A contrario de la justification pénale utilitariste, Kant se place sur la peine qui est méritée, rétributive. Ce n'est pas simplement le fait qu'elle soit utile à la société. C'est surtout le côté moral de la peine qui est en jeu. Kant rejette l'utilitarisme pénal car l'homme y est utilisé comme un moyen en vue d'une fin. Effets sociaux bénéfiques. Pour Kant, l'homme est une fin en soi. Chez Kant, c'est la culpabilité qui engendre la punition. Pour lui, l'utilitarisme pénal ne respecte pas l'humanité de l'homme. Utiliser le criminel comme moyen est plus un impératif hypothétique. Prudence engendrée chez les autres hommes qui verraient avec effroi comment le criminel est traité. Il ne nie cependant pas le caractère dissuasif de la peine utilitariste. Mais elle se place en second plan. La morale prime. Selon Kant, le criminel mérite sa peine car il était libre d'agir. Il la mérite comme un droit qui lui est dû. La justice de Kant repose sur une métaphysique, fondement de sa conception de liberté humaine. Le mal chez les hommes les rend, en ce sens, responsables et méritants. Kant refuse de voir se diluer la responsabilité de l'homme dans le déterminisme. Dans le débat philosophique de l'époque, au XVIIe siècle, Spinoza se place dans le déterminisme. Les hommes se croient libres, ignorant les phénomènes qui les déterminent. La liberté, choisir, est en ce sens une illusion. Descartes imputait aux hommes une liberté d'indifférence. Cependant, pour Spinoza, en réponse à Descartes qui excusait les hommes méchants, malgré leur déterminisme, les hommes méchants sont blâmables. On ne comprend pas trop comment s'ils sont déterminés. Bon, c'est point d'interrogation, ça c'est moi qui ai fait une petite annotation. N'y faites pas attention. Cela dit, pour Kant, la raison de l'homme entre en jeu. Sur le crime qui aurait dû être évité, tu dois, donc tu peux. Et c'est vraiment la philosophie kantienne. Pour Kant, rien n'existe en vain. La raison ne pourrait pas indiquer aux hommes de se comporter ainsi pour les blâmer ensuite. Cela serait absurde. Pour les blâmer ensuite, donc j'ai mis une petite note, c'est-à-dire sur des actions où ils n'avaient pas de prise car déterminées. Ces actions n'ont pas de prise car elles sont déterminées, donc ils ne voient pas comment, oui voilà, la raison leur indiquerait de se comporter ainsi pour les blâmer ensuite. Voilà, ce serait absurde pour Kant. La mauvaise conscience en est la parfaite illustration. Elle ne se manifesterait pas si nous étions entièrement déterminés par la nécessité naturelle. Pour Kant, ça peut être pas faux, quoi. Une sorte, finalement on peut dire, oui, de morale même interne, une sorte d'entité qui nous dirait maintenant tu ne dois pas clairement agir comme cela. Après, on peut être poussé par des choses. Bon, ce serait rentrer dans des considérations qui ne sont pas l'objet de ces notes. Donc, je reprends mon chemin. Donc, pour Kant, l'utilitarisme pénal nous plonge dans les sinuosités de la doctrine du bonheur. Le calcul des peines utilitaristes sont impossibles à déterminer au niveau de leurs effets bien-être collectif. Ce ne serait pas un critère objectif.
Seul un entendement divin serait en mesure de déterminer les faits à long terme. Donc il est nécessaire de rechercher un autre principe de détermination de la peine et non celui d'augmenter le bonheur des hommes. Oui, c'est toujours ça chez Kant, c'est que en fait on ne peut jamais prévoir les conséquences d'un acte. Si on dit si on fait ça, si... En fait, on ne peut pas. Et c'est pas faux. On peut que avoir finalement des probabilités. On peut s'en rapprocher, peut-être parfois, mais on ne peut avoir aucune garantie finalement de résultat. Donc cette thèse aussi la ressort avec sur le fait de ne pas mentir, qu'on ne peut pas... euh, que des fois, par exemple, il y a des hommes dans certains cas qui lui disent non, mais si, par exemple, un méchant vient dans ta maison, tu caches quelqu'un de bien, entre parenthèses, et il te demande où il est, et ben, pour Kant, tu dois lui dire. Bon, après, c'est autre chose aussi. Pour Kant, c'est la sincérité, surtout, qui prime la sincérité envers soi-même. Donc, bon, déjà, je ne l'expliquerai pas là forcément dans ce cours, mais dans un autre cours. Du coup, ouais, c'était dans une réponse à Constant qu'il avait fait. Mais en fait, oui, c'est la sincérité plus que le devoir de vérité, c'est le devoir de sincérité. Mais que du coup, en fait, si par exemple on cache un homme de bien chez nous, bon, je le dis grossièrement, et un homme de mal vient frapper à notre porte en nous disant où il est, euh, si on ne lui dit pas, par exemple, en pensant le protéger, eh ben, en mentant, alors du coup, eh ben, la personne en face peut ne pas nous croire. Donc la vie de l'autre, finalement, on la mettra en danger. C'est une possibilité. Il y a la possibilité que, par exemple, l'homme qu'on cachait, ben, je sais pas, moi, il s'est enfui. Du coup, il a préféré aller trouver une protection ailleurs. Donc on va mentir. Bon, après, derrière, on peut se mettre en danger aussi. Bon, bref, en fait, on ne peut pas, c'est vrai, prévoir toutes les conséquences finalement de cela. Bon, alors après, je ne dis pas que Kant a raison ou tort là-dessus. Bon, allez, on continue, on reprend la suite des notes concernant cette philosophie du droit. Alors, la loi du talion, est-ce un principe de justice? Œil pour œil, dent pour dent, principe d'égalité. Cela ne se joue pas sur la moralité, sur la modalité. Violeur aussi violé, par exemple, mais sur le degré de souffrance de la peine infligée. Cependant, pour la peine de mort, pour Kant, dans le cas du meurtrier, la modalité d'équivalence s'impose. Kant distingue la loi du talion de la passion vengeresse, car la médiation du tribunal entre en compte. L'une est publique, l'autre est privée. Passion immédiate, vengeresse. Pour Kant, celui qui vole se vole lui-même. Il rend son action universelle acceptable. Pour Kant, la justice doit réparer l'offense subie. Elle doit totalement la compenser, comme s'il ne s'était rien passé. Réparatrice et pas uniquement dissuasive. C'est une dette que le criminel doit payer par sa souffrance, une sorte d'expiation. Cependant, la peine encourue ne doit pas porter atteinte à l'humanité de l'homme, même en cas de peine de mort. On peut le comprendre dans une vue d'une certaine morale généraliste, et donc pas ironiser dessus. Le discours abolitionniste confond le principe du talion avec une loi de la nature, passion, vengeresse. Chez Kant, c'est justement renoncer à cette inclination, sensible naturelle en nous, une détermination pathologique de la volonté, comme Kant dirait. C'est notre liberté pratique qui entre en jeu, éloignant notre sensibilité. C'est la faculté de l'homme, gré, suspendant notre action à un moment, nous permettant de la juger et de la mettre à distance d'un pathos déterminé. Kant différencie ainsi l'homme de l'animal.
L'homme serait ainsi libre de choisir. Alors, on continue avec Kant et le talion. C'est plus respecter le talion selon l'esprit que selon la lettre. Cela dit, l'impératif catégorique de la loi du talion entre en contradiction avec l'impératif moral de respecter la dignité humaine. Car, comme chez Voltaire, il n'y a qu'une morale. L'impossibilité. Alors, paradoxalement, donc non, pas l'impossibilité, paradoxalement et justement chez Kant en particulier, il nous démontre l'impossibilité de faire une ultra-application, principe intangible, de la loi du talion dans la justice pénale. Comment un philosophe d'ailleurs se pourrait y résoudre ? Torturer autant le criminel que l'ayant fait sur sa victime. Certains crimes ne peuvent recevoir une symétrie dans les châtiments. Kant définit plus des conditions de possibilité de la morale et de la science, qu'il n'invente des nouveaux impératifs. La conscience morale commune ne pourrait instituer cette loi du talion comme principe intangible. Son principe du talion, annoncé au départ, ne serait-il pas faux ? Condamnable pour des raisons morales, on comprend que c'est la subjectivité qu'il induit dans ce principe qui le révèle contestable. Exécution moralement acceptable et pas une castration. Il nous parle d'une impossibilité de fait dans la réciprocité. Pas les mêmes caractéristiques physiques, on imagine, car pas d'exemple de Kant. Et une impossibilité morale. La fameuse raison pratique de Kant est mise à mal dans les contradictions subjectives de la loi du talion. Il fut sûrement touché par une sensibilité sympathisante qu'il reprochait à Beccaria et se laisse influencer par son pathos car, par exemple, la castration lui faisait horreur. La loi du talion ne pourrait être en ce sens un principe absolu, comme l'est son impératif catégorique de ne pas mentir. La critique kantienne de Beccaria. Kant se positionne avec la peine de mort dans la raison pratique, là où les abolitionnistes discernent la passion vengeresse et l'instinct. Kant énonce juste la morale commune à partir de son impératif catégorique. Les sentiments, en son sens, sont hors du champ moral. La volonté pathologiquement déterminée vient de l'amour de soi et non de la moralité. Kant s'adresse à notre raison. Pour Kant, l'abolitionniste oublie que la peine de mort se veut en impératif catégorique et ce dernier se place dans les sentiments qu'il reproche à Kant. Il serait à son tour irrationnel. Pour Kant, la peine de mort est une évidence morale, condition de fondement de la morale commune a priori. Pour lui, la morale est objective, donc non discutable, comme la science. L'immoral est le mensonge, le suicide, la luxure, les fausses promesses. Pour Kant, rappelons-le, l'homme ne peut commettre le mal sans en avoir conscience. Je peux désobéir à la loi morale, mais je ne peux l'ignorer. Kant attaque Beccaria sur sa sensibilité sympathisante, illégitime d'un point de vue moral. Chez Beccaria, le châtiment se veut utilitariste, principe d'économie dans les peines infligées, et faisant appel au cœur humain. Mais il est loin de n'être que sensiblerie. Beccaria invoque l'angle politique. Contrat social ne peut exiger des contractants qu'ils renoncent à leur vie. C'est le but de la société de renoncer à l'état de guerre de nature pour préserver leur plus grand bien. Renoncer à une part de liberté pour plus de tranquillité. Ce n'est pas l'aliénation rousseauiste qui est totale. Se donner entier à la société, c'est se donner à personne en particulier. Chez Beccaria, c'est un sacrifice de liberté partielle. Kant attaque cette pseudo-volonté d'être puni. Personne pour lui ne veut être puni en ce sens. Le contractualisme de Beccaria échouerait. Pourtant, il est nécessaire qu'il y ait un consentement. Kant fait intervenir le noumen, qui institue la loi sous l'effigie d'un homme chez le même homme, homo noumenon, et un autre homme, homo phenomenum. Le phénomène qui recevrait le châtiment.
Ses pensées, la liberté de l'homme, noumen, phénomène et l'institution pénale sous l'angle kantien. Ambiguïté kantienne entre droit et morale. Relevant de son impératif catégorique, Kant ne pouvait totalement distinguer le droit de la morale. A contrario, Fichte en opère la distinction. Cependant, Kant opère. Je suis désolée, il y a un enfant de mes voisins qui crie à côté, donc ça me déconcentre un petit peu. Alors, du coup, ça c'est les joies du voisinage. Ambiguïté donc kantienne entre droit et morale. Je reprends. Relevant de son impératif catégorique, Kant ne pouvait totalement distinguer le droit de la morale. A contrario, Fichte en opère l'indistinction. Cependant, Kant opère au fur et à mesure de son parcours philosophique du droit une évolution concernant ce lien entre droit et morale. Selon Filonenko, Kant confondait à ses débuts la morale et la politique qu'il basait sur la bonne volonté des hommes. Ensuite, il aurait compris qu'une république, même des démons, n'a pas à s'occuper de l'amélioration morale des hommes. Donc, il distingue nettement les deux champs. Mais si on y réfléchit bien, on ne voit pas comment la loi du talion, instituée dans le droit par Kant, se sépare de la morale, avec son impératif catégorique, ce qui rend confus les propos de Kant. Pour Fichte, le droit est technico-pratique. L'État est un moyen et non une fin en soi. C'est la coexistence d'êtres libres rendue possible. Seulement, il n'y a aucune obligation que cette communauté soit instituée. Être membre d'un État n'est pas un devoir. Le souverain n'est pas en droit de supprimer un individu qui peut se retirer à tout moment de cette communauté. Pour Kant, le problème politique est insoluble. L'utilitarisme pénal. S'il y a un domaine où la philosophie a changé, la justice sociale, c'est bien le droit, car les châtiments les plus cruels ne servaient pas l'utilité publique, car inutilement cruels. Bentham et Beccaria participèrent à ce changement des modérations des peines par leurs idées novatrices. La plupart des États démocratiques ont ainsi aboli les supplices, les travaux forcés et la peine de mort. Or, utilitarisme et abolitionnisme ne va pas de soi. Adoucissement des peines, ok, suppression des supplices. Foucault nous disait que cela ne relevait pas en totale partie d'une bonté morale, mais que le peuple avait de la pitié pour le supplicié. Donc le châtiment s'avérait contre-productif pour l'effet utilitariste. Réponse spontanée couramment admise, lien étroit utilitarisme-abolitionnisme, car Bentham et Beccaria sont associés leur nom à cette idée. Car il y a une confusion entre justice rétributive et utilitariste qu'on associe. La peine méritée est la peine due face à la peine de prévention des crimes. Seulement, c'est un raccourci. La peine de mort n'est pas forcément méritée et l'abolitionnisme absolu n'est pas certain chez les utilitaristes. Exemple 2000, adoucissement des peines mais favorable à la peine de mort. La confusion se fait car l'utilitarisme est considéré comme un parti progressiste. De plus, certaines organisations, statistiques à l'appui, font des liens étroits entre abolitionnisme et courbe du taux de criminalité, qui ne serait pas plus fort en cas d'abolitionnisme. Cependant, il est très contestable d'induire une loi de cause à effet dans cet argument. Bentham et sa justification du châtiment. Le châtiment, pour lui, doit se justifier moralement en vue d'une finalité ultime plus ou moins proche. La première est le contrôle de l'action qui sera suivi si contrôle obtenu des violeurs de loi d'une prévention générale. Mais le but ultime est le bonheur total de la société. 3 finalités, contrôler, prévenir et maximiser le bonheur de tous. À ses yeux, punition rationnelle et moralement justifiée. Tout mal, châtiment, doit être compensé par un plus grand bien. Le bonheur aussi des personnes qui subissent un châtiment est à prendre en compte. Le châtiment rationnel et juste comporte des propriétés. Il s'agit ensuite, pour la raison, de calculer la peine la plus adéquate à appliquer. Les preuves empiriques doivent s'y ajouter pour le calcul comparatif, bien que Bentham n'en fournisse quasiment pas dans son raisonnement. La critique de Bentham sur la peine de mort.
Il nous donne 4 arguments pour et 4 arguments contre. Les 4 derniers ont plus de poids que les 4 premiers en ce sens. La prison disciplinaire préférable à la peine capitale. Les 4 arguments pour. L'analogie. Il reconnaît sa force mais la minimise. Recommandation de ce critère mais pas justification. Elle favorise l'exemplarité de la peine. Rappelle à tous le crime et la sanction. Il relativise son effet, sûrement pour ne pas ébranler son argumentation. La popularité qui semble soutenir la peine de mort, cependant, il ne la développe pas dans sa première partie. Par contre, il la discrédite dans sa deuxième partie, en disant qu'elle n'est pas populaire. La première partie lui permet de relativiser son effet. Pour sa discréditation, il se réfère au petit délit, sanctionné à son époque par la peine capitale. Donc le peuple trouvait le châtiment disproportionné. Seulement Bentham ne peut nier la popularité de la peine capitale pour le crime de sang. Donc il est obligé de la minimiser pour son argumentation qui même pourrait faire défaillir sa thèse utilitariste. Un mal produit en fonction d'un plus grand bien. Pour Bentham, sa relativisation consiste à nous dire que le peuple est ignorant car il ne sait pas qu'il existe d'autres peines plus dissuasives. Une fois éclairé, il le saura. Bentham est un philosophe des Lumières, rappelons-le, il croit au progrès moral des hommes. De plus, à la défaveur de Bentham, le peuple ne pense pas en matière de dissuasion, mais de mérite, rétribution de la peine. Donc son argumentation consiste à hiérarchiser les finalités du châtiment. La première est le contrôle, empêchement d'autres nuisances par le criminel et par l'exemple donné aux autres hommes susceptibles de commettre un crime, et la seconde est la satisfaction sensible naturelle des victimes ou des gens indirectement touchés par le crime qui verront souffrir le criminel. Cela ne trahit pas sa thèse utilitariste et matérialiste, car on ne peut arracher aux hommes cette sensibilité de nature. C'est un effet collatéral et non une fin en soi qui permet de conserver l'utilitarisme de la peine de Bentham. De la peine, plutôt. La popularité nous dit aussi par l'intermédiaire de Bentham que le peuple assiste à l'exécution du criminel par goût pour le spectacle tragique. Il relativise encore son effet. Seulement, à bien y penser, on ne se demande pas si c'est plus par satisfaction de voir le criminel souffrir. L'exemplarité. Rappelons que la stratégie de Bentham n'est pas de substituer la réalité des choses. Peuple ne s'illusionne pas avec l'analogie, la popularité, l'exemplarité et l'efficacité. Son but est de relativiser ces critères cités soi-disant décisifs. Est-ce que la peine de mort constitue chez les hommes l'argument le plus dissuasif? Pour Beccaria, la prison à vie et les travaux forcés étaient plus exemplaires dissuasifs. Cependant, Bentham s'y prend autrement dans son argumentation. Pour Beccaria, l'exemplarité d'impression d'idée d'un être privé de sa liberté pèse plus qu'une impression courte et brève d'une exécution. À mon sens, j'ai mis entre parenthèses, un traumatisme peut marquer autant que de la violence répétée. Bentham, pour endiguer l'argument de Beccaria, nous dit que le commun des mortels met en premier lieu l'exemplarité de la peine capitale, car ce dernier est un jouisseur de la vie. Il ne veut donc pas la perdre, et elle serait, la peine de mort, reconnue presque universellement comme un châtiment trop sévère. Il parle sûrement des petites offenses, mais pas des crimes de sang. Bentham indique toutefois qu'une souffrance plus longue est supérieure en degré qu'une souffrance plus courte mise à mort. Donc les hommes se tromperaient. C'est que les hommes ne raisonnent pas ainsi. Ils se laissent impressionner par l'apparence, mise à mort. Donc l'effet sera plus dissuasif, tandis que concédons à Beccaria que les travaux forcés sont plus cruels que la mise à mort. Mise à mort, où là j'ai fait une... Freud nous dirait que j'ai fait une sorte de lapsus. Une mise à mort. D'accord. Bon. Beccaria partait d'un point trop philosophique, avec ses impressions plus courtes mais plus marquantes, que Bentham nous ramène l'utilitarisme dans la réalité sociale des hommes, ce qu'ils sont et non ce qu'ils devraient être.
devrait être, ouais, c'est ça. Attaché à l'apparence par l'imagination et non par la vérité du raisonnement des choses. C'est un peu vrai. C'est vrai une exécution, on la voit forcément, pas, elle nous impacte, à mon avis, beaucoup plus que se dire, bon, bah, le gars, il vit, mais il fait des travaux forcés, quoi. Voilà, dit un petit peu plus brièvement et vulgairement. Revenons à mes notes. Bentham pousse son raisonnement, démontrant que cette exemplarité est insuffisante. Il donne l'exemple des criminels endurcis que la peine de mort n'effraierait pas. Ce type d'homme est cependant minoritaire. Revenons-en à la cruauté du châtiment. On a coutume de croire que l'utilitarisme préfère la peine la moins cruelle. Il n'en est rien. Ce qu'il condamne, c'est la cruauté inutile. Exemple, il existerait un châtiment tout aussi efficace, mais moins cruel, et on ne l'utiliserait pas. Voilà, ce qu'il condamne, c'est la cruauté, pas la cruauté en soi. Pour les criminels en puissance, il s'agit ici de substituer à la peine capitale une peine plus douloureuse et plus dissuasive, comme la peine de mort. Risque de ne pas les effrayer assez. Beccaria opère à la même logique que Bentham concernant ce principe. Seulement, pour les hommes plus raffinés, la peine de mort est la plus efficace, car pour eux, la vie a une valeur en soi. C'est eux-mêmes qui font les lois et ne se mettent pas à la place des hommes les plus vils, qui ne la craindraient pas. Toutefois, Bentham la rejette, mais pas dans tous les cas. Pour lui, il la rejette car c'est surtout aux hommes des classes inférieures qu'elle s'adresse, ceux qui sont le plus à même de tuer. Cependant, on pourrait dire que c'est une sorte de préjugé. Peut-être y aurait-il plus d'instinct pulsionnel, je ne sais pas, de conditions qui les auraient amenés à conditions difficiles, de par une certaine précarité de vie qui les amènerait à faire ça. Donc, du coup, cependant, peut-il nier son efficacité qu'il dit lui-même auprès des classes éduquées? De plus, la société... ouais, voilà. Donc, c'est une question. Cependant, peut-il nier son efficacité qu'il dit lui-même auprès des classes éduquées? De plus, la société évolue, la vie acquiert une dignité, une valeur en elle-même auprès de toutes les classes. Ce n'est plus l'honneur, la gloire, la patrie, Dieu, oui, c'est vrai. C'est la vie acquiert une dignité en elle-même. Exactement. Ça, c'est... La vie a une valeur aujourd'hui. Plus que naguère, sûrement. Quoique, tout dépend à quelle époque. C'est l'individualisme émergent et non l'égoïsme. De plus, pour un utilitariste, on peut douter que la prison à perpétuité et les travaux forcés constituent une charge moins lourde pour la société. L'argumentation de Bentham ne joue pas en sa faveur. Et donc, le dernier critère de l'efficacité. Éviter la récidive, comme à son habitude, il relativise l'effet de la peine capitale. D'abord, il cite l'exemple des fous qu'on peut contrôler dans des asiles. Alors, pourquoi pas des criminels? Les fous sont à ses yeux plus dangereux. Ensuite, Bentham nous dit qu'un criminel révolutionnaire en étant exécuté deviendra un martyr, donc un exemple. Ça peut être possible dans certains cas. Voilà, on arrive bientôt à 30 minutes et j'ai fini donc cette deuxième partie sur la philosophie du droit.